La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, les Geneva Watch Days battent leur plein alors que nous enregistrons fin août cette émission. L'occasion de recevoir un grand nom, vraiment un grand nom de l'horlogerie à la tête de Breitling depuis 2017 dont il est aussi copropriétaire. Georges Kern est notre invité aujourd'hui dans B2B. Bonjour Georges Kern. Merci de me recevoir. Parlons un peu de vos débuts dans l'horlogerie. C'était en 1992, vous arrivez chez TAG Heuer. Cette année-là, pour resituer un petit peu, LVMH n'est pas propriétaire de TAG, n'est même pas encore investi dans l'horlogerie. SMH, la société de microélectronique et horlogerie qui deviendra Swatch, rachète Blancpain cette même année à Jean-Claude Biver. Dans quel mood plutôt, sont les gens qui font l'horlogerie à ce moment-là ? Vous savez, j'étais très très jeune, je venais de finir mes études, j'avais fait 2 ans à l'époque à Neuchâtel, à l'époque ça s'appelait encore Jacob Suchard, donc les chocolats, les bonbons Sugus, etc. C'est une expérience extraordinaire. Puis un jour, je reçois un appel justement de TAG, qui était également à l'époque encore à Neuchâtel. Encore une fois, j'étais très jeune, je me suis dit pourquoi pas. C'était des gens intéressants à l'époque, il y avait un espèce de trio avec Christian Viros, c'était des anciens consultants de Booz Allen qui devaient restructurer donc cette marque Heuer. Il n'y avait pas encore les grandes, ça les grands n'existait icônes qui sont pas réarrivés par la suite. pas du tout. Et en ce qui me concerne, moi, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Si ça marche pas, je ferai autre chose. On avait envie de faire quoi à ce moment-là dans l'horlogerie en Suisse ? Oui, à l'époque, c'était un petit peu à l'époque, on parlait surtout de mouvement. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'image de marque, du brand, de ce qu'on appelle le brand equity. À l'époque, c'était mouvement, mouvement, mouvement. Et je pense que TAG Heuer, à l'époque, était la première marque qui a vraiment lancé des campagnes de publicité, à l'époque Don't Crack Under Pressure, professionnelles, pour justement construire une marque au-delà du produit, au-delà du mouvement. Et c'était très novateur. Vous, alors les mouvements, vous n'avez pas une formation dans l'horlogerie, dans la mécanique, mais quand même, vous aviez un papa horloger. C'est lui qui, si j'ai bien compris, vous a fait découvrir cet univers, c'est correct ? Bijoutier, donc, mais évidemment, il vendait également des montres. Je crois que ce que j'ai pu obtenir de mes parents, c'était plus un goût pour un sens esthétique, si vous voulez, plus qu'une connaissance mécanique ou de l'horlogerie. C'est des choses que je comprends dans le concept, mais pas dans le détail. Pour ça, il y a des ingénieurs. Ce qui est important dans l'horlogerie, c'est de pouvoir juger ce qui est vendable, ce qui serait intéressant, ou quelle fonction analogue serait intéressante pour le consommateur. Un contact avec le client également, comme bijoutier, il était en relation avec... Non, absolument. Absolument, il a fait beaucoup de pièces sur mesure. Évidemment, quand vous êtes dans ce genre de métier, vous êtes au service du client. Et c'est ce qu'on constate dans l'horlogerie aujourd'hui avec l'essor des boutiques, etc., du retail, ce qu'on appelle le retail, qui est très important, oui. En 1999, si je ne me trompe pas, LVMH rachète TAG Heuer. Vous partez chez Richemont, d'abord CEO d'IWC. 2016, vous êtes nommé responsable de l'horlogerie et du numérique. Donc ça comprend IWC, Jaeger-LeCoultre, Cartier, Lange & Söhne. Pas Cartier, malheureusement. Pas Cartier. Non, pas Cartier. Non. Poste que vous quitterez 9 mois après pour partir dans l'aventure Breitling. On vous en a pas trop voulu chez Richemont ? Il faut leur poser la question, je n'en sais rien. Vous savez, quand un train passe et qu'il est beau, il faut sauter dessus. Et j'avais toujours une fibre entrepreneuriale. Et quand donc cet investisseur qui s'appelle CVC est venu pour me parler de Breitling, je trouvais... un fonds de private equity. Un fonds de private equity. Je trouvais l'idée excellente. Et surtout, je connaissais Breitling, comme tout le monde. Et je savais que j'allais pouvoir faire mieux que ce qui a été fait dans un contexte un peu différent, avec de l'argent, avec les investisseurs.
Mais évidemment, on n'a pas, à l'époque aussi avec les nouvelles équipes, pu imaginer le succès qu'on a eu ces 5 dernières années. Si Brad Pitt, Charlize Theron et d'autres figurent aussi aujourd'hui parmi les ambassadeurs de Breitling, c'était pas un hasard, on le sait, vous êtes un grand fan mordu de cinéma. Vous avez vous-même coproduit un film en 2009, Mon chien stupide, avec Charlotte Gainsbourg, 2019. L'adaptation du roman de John Fante. Vous avez investi votre propre argent dans cette coproduction. Comment ça s'est passé? Oui, absolument. Non, si vous voulez, vous savez, des gens dans l'horlogerie soit font du vin, soit du fromage. Moi, je fais des films. Donc, chacun ses hobbies. Là, on est en train de faire la série, mais en anglais, cette fois-ci, de ce roman dont je détiens les droits. Et je suis un passionné de cinéma et du film. Et si un jour je devais quitter l'horlogerie, vous allez me retrouver à Hollywood ou ailleurs pour faire des films ou des séries. Quelqu'un vous a posé la question un jour, vous avez répondu: je suis passionné depuis toujours. Oui, c'est juste. Mais après, j'étais en contact avec toutes les plus grandes stars de Hollywood, les plus grands producteurs, les plus grands agents depuis 20-25 ans, par le fait qu'on ait eu des contrats avec tous ces acteurs-là. On a eu des événements absolument incroyables ici à Genève, des tapis rouges qui faisaient partie des plus prestigieux. Mais qu'est-ce qui vous passionne dans le cinéma? C'est les histoires, c'est comment raconter déjà une belle histoire, hein, bien la raconter et le faire de manière qualitative, hein. Et c'est pour ça que quand j'ai fait mon premier film avec Yvan Attal et Charles Gainsbourg, j'avais la possibilité de faire un film plus humoristique, etc. Mais je voulais faire vraiment un film de qualité. Et j'étais très content d'avoir ce couple à faire ce film qui est de très grande qualité. Vous avez assisté à l'intégralité du tournage? Non, je devais vendre des montres, hein. Vous savez, pour financer un hobby, il faut avoir un métier qui rapporte un peu d'argent. Non, j'étais évidemment très souvent sur le tournage, mais Yvan, il a fait un très bon travail, donc je voulais pas trop l'embêter. Comment est-ce qu'on s'organise quand on doit diriger une entreprise? Et puis, c'est pas une entreprise qu'on dirige d'un bureau. Il faut aller sur le terrain. Vous évoquez les inaugurations, les événements. Donc, c'est un peu aux 4 coins de la planète. Et puis, en même temps, on va coproduire un film, on fait d'autres choses. C'est une question d'organisation. Vous savez, les gens qui travaillent trop, qui travaillent mal, c'est soit eux qui sont mal organisés, soit l'entreprise est mal organisée. La beauté chez Breitling, dans ce cas précis, c'est que vous avez, au-delà de moi-même, beaucoup d'actionnaires. Et c'est tous des gens, et je l'ai vécu avec le Covid, c'est tous des gens qui ont un grand sens des responsabilités. Et c'est des gens très seniors, c'est beaucoup de collègues avec lesquels je travaille depuis 20 ans ou 25 ans, je les connais, ils me connaissent. Et c'est pour ça qu'on arrive à bien gérer son temps et à être efficace. La série que vous préparez, elle sera diffusée, vous savez déjà où? Quand est-ce qu'elle sera Elle sera en langue anglaise. Oui. Ce sera... je peux pas trop en parler parce qu'on est en pleine négociation avec les acteurs. Et, Vous connaissant, vous visez grand. Oui, non, c'est tous des gens connus, très connus. Une école de cinéma, ça vous aurait parlé de réalisateur? Oui, mais à l'époque, j'étais pas très doué quand j'étais étudiant. Je voulais juste faire réussir mes examens, avoir un diplôme. Et j'ai pas trop réfléchi à l'époque de ce que je devais faire ou voulais faire. Et je me suis dit, bon, j'ai fait une école de commerce. Et là, vous ratissez très large. Et puis bon, après, il faut éviter de faire les choses pour lesquelles on n'est pas doué. Donc, il faut surtout éviter des erreurs. Donc moi, je me focalise plus sur mes faiblesses que sur mes forces, pour justement éviter des erreurs. Nick Hayek, CEO de Swatch Group, est également actif dans le cinéma avec une société de production depuis le milieu des années 80. Vous vous êtes déjà rencontrés, évidemment, j'imagine, mais dans un projet cinématographique, ça s'est déjà passé? Non, absolument pas. Par contre, pour l'anecdote, c'est quand même son père qui m'a fait venir chez Richemont à l'époque. J'étais très jeune, justement, vous l'évoquiez, quand TAG Heuer a été vendu à LVMH. J'ai rencontré le père Hayek et je lui ai exposé mes rêves. Et c'est là qu'il a appelé Franco Coloni, qui est devenu mon mentor chez Richemont. Et ce qui est très drôle, c'est que le cabinet, le chasseur de tête, qui était responsable de Richemont, m'a refusé dans les premiers entretiens. Et après, quand j'ai rencontré à l'époque M. Coloni, M. Perrin, etc.,
de Cartier et de Richemont, ils m'ont pris. Et puis, j'ai reçu pendant des années des lettres d'excuses à Noël du cabinet qui était en charge à l'époque et qui m'avait refusé. Une autre rencontre intéressante, la rencontre avec Fred Mandelbaum, un personnage important dans le renouveau de Breitling, ingénieur de formation en informatique, hein, si je ne me trompe pas, passionné par les chronographes d'abord, puis par la marque Breitling ensuite. Il en collectionne les modèles historiques. Il a signé plusieurs ouvrages sur différentes collections. Comment a démarré cette collaboration avec Fred Mandelbaum? Quand j'ai su que j'allais chez Breitling, évidemment, j'ai fait ma petite recherche personnelle et sur les réseaux, j'ai vite compris que Fred Mandelbaum était le plus grand collectionneur, un des plus grands collectionneurs de chronographes dans le monde et le collectionneur numéro un de Breitling dans le monde. Réseaux sociaux, vous le trouvez sur Oui, Instagram oui, parce qu'il y est. Hein. parce qu'il y est, il est très actif, c'est facile. Et ce qui est étonnant, c'est que quand je l'ai appelé, quelques semaines après mon arrivée, il m'a dit, écoute, ça fait 20 ou 30 ans que personne de Breitling m'a jamais appelé. Vous êtes la première personne à m'avoir pas. Et c'est là que j'ai découvert finalement l'héritage de la marque. Et c'est quand je suis allé le voir à Vienne et quand j'ai vu ces pièces historiques, c'est là que j'ai su qu'on allait avoir justement le succès qu'on connaît aujourd'hui. Parce que j'ai vu ces très belles pièces qu'on a relancées entre-temps, comme la première, la Top Time, etc., qui étaient totalement inexistantes dans la collection précédente. Depuis, dans l'évolution de ces collections, vous continuez de collaborer ensemble. Il vous donne Oui, parfois oui. des conseils, des retours. Totalement, non, mais je lui pose beaucoup de questions. C'est un collègue, c'est un ami. Il n'est pas sur le payroll de Breitling. Il dit toujours, genre, je suis le seul qui te dit la vérité. Donc, non, il est c'est une encyclopédie vivante, hein, ce monsieur, et je suis très content de l'avoir à mes côtés. Breitling, c'est une marque horlogère indépendante, on peut le souligner, que vous dirigez depuis 2017. On l'a évoqué, vous en êtes aussi actionnaire. Il y a d'autres groupes, individus ou groupes avec vous, comme Partners Group, un grand groupe de participation suisse. La manufacture est installée à Granges, dans le canton de Soleure. Mais est-ce que c'est une grande marque, Breitling? D'après Morgan Stanley, la banque américaine, vous êtes rentré dans les 10 plus grandes marques suisses. Les 3 premières, je rappelle, c'est Rolex, Cartier et Omega. Donc vous êtes vraiment dans le Gotha horloger. Mais pourtant, j'ai envie de dire, Breitling, c'est combien de divisions? Il y a quelques années, on évoquait un nombre de pièces produites par année de 150 000. Est-ce que c'est un chiffre farfelu? Vous en êtes On est bien au-delà. bien au-delà. Et on est mieux que dans le ranking de Morgan Stanley aussi. En plus, mieux que 9e. Voilà. Parlons de l'année 2023, le marché est peut-être assez difficile. Il y a eu un bon démarrage, on se réjouissait de voir la Chine rouvrir ses portes, mais les chiffres des exportations en juillet ont montré qu'il y avait une correction. Est-ce que c'est une panne qui commence? Il y a beaucoup d'inquiétudes sur la croissance de l'économie chinoise, le manque d'appétit des consommateurs, en particulier des jeunes. Mais pour vous, pour Breitling, quel est votre constat avec ce marché chinois? Alors, tout d'abord, de manière générale, le marché est devenu beaucoup plus compliqué. Par contre, il faut quand même réaliser que les 2 dernières années étaient absolument anormales. On sortait du Covid et on appelle ça en anglais le revenge buying. Donc, c'était une revanche sur des années de confinement, etc. Donc, il y a une croissance non seulement dans l'horlogerie, pour toutes les marques, mais dans le luxe, par rapport à une consommation totalement anormale. Donc, déjà, il y a un effet de correction. Je dirais de normalisation. Après, vous avez d'autres phénomènes. Vous avez l'inflation, vous avez les taux d'intérêt qui ont monté, vous n'avez pas des taux hypothécaires. C'est vrai sur le marché chinois, qui est un marché important. Comment vous le voyez? Aussi, la Chine a des problèmes. Vous avez un chômage des jeunes qui tourne autour de 25%. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour le Covid. Aujourd'hui, pour relancer l'économie, notamment l'immobilier, il y a plus de problèmes, il y a les conflits avec Taïwan, etc. Donc tout est devenu plus compliqué. Et vous voyez les choses se calmer, redémarrer peut-être en 2024, ou il y a vraiment, c'est trop incertain? L'important, c'est la vision à long terme. Je ne connais aucune industrie, sauf l'industrie du luxe. Si vous regardez un peu les valorisations boursières depuis les années 80, qui a connu une telle croissance. Et cette croissance, pour moi, va à l'infini. Pendant des décennies, si vous êtes un peu intelligent à bien gérer votre marque.
Mais on en est qu'au début en Indonésie, en Inde, en Chine, même aux États-Unis, même en Europe. Tout le monde, je veux dire, il y a une démocratisation du luxe, il y a une démocratisation de l'horlogerie, etc. Donc je suis confiant pour le très long terme. À court terme, vous savez, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie, on a tout vu et tout vécu. Et puis il faut gérer aussi les tempêtes, hein. C'est pour ça on est payé aussi. Frédéric évoquait les jeunes en Asie. On le sait ici, les jeunes aiment le vintage, hein, le phénomène est connu. Les grands-parents revendent des montres, les jeunes les achètent. C'est européen et américain ou ça se constate aussi en Asie? Alors effectivement, il y a un essor énorme de ce qu'on appelle le marché secondaire ou ce qu'on appelle le Certified Pre-Owned. Pourquoi? Parce qu'on ne jette pas des montres analogues. Vous ne les jetez pas, les gens les collectionnent, etc. Par contre, ce que vous jetez, c'est des montres digitales. Personne ne collectionne des montres digitales. Je ne connais personne qui collectionne des iPhones et des choses comme ça. Vous avez une autre relation. C'est les mondiales? Elle est totalement mondiale et le marché secondaire ou le CPO est bien plus grand que le marché primaire, donc le marché des montres neuves. En 2021, dans la revue horlogère Europastar, vous déclariez: je ne crois plus à ce luxe excessif dans une société qui va continuer de souffrir. Un luxe qui n'est pas excessif, ça existe? Oui, qui est un luxe moins ostentatoire, plus discret, évidemment. Quand vous portez un pullover en cachemire, vous ne savez pas de quoi il est fait. Et je pense que le Covid a quand même eu un impact énorme sur la consommation et sur les habitudes. Et on le voit, c'est beaucoup plus... nous, on parle du néo-luxury, donc c'est plus inclusif, c'est plus vert, c'est beaucoup plus informel que vous portez une cravate. Plus personne ne porte des cravates aujourd'hui. Dommage. Oui, et surtout, il n'y a pas de télévision, on ne vous voit même pas avec votre belle cravate. Si, on est filmé. Ah oui, bon, voilà. Sinon, quel intérêt? Mais non, le monde a changé et les attitudes, les habitudes et les envies du consommateur. Nous, Le prix ne change pas, en le revanche. prix ne change pas. Au contraire, il augmente même. Ce qui est crucial, c'est comment on distribue, comment on vend les montres. Il s'est passé un tremblement de terre dans ce marché de la distribution. C'était un expert qui le disait dans l'AGFI ce week-end, lorsque Rolex a racheté Boucherer. On trouve des Breitling chez Boucherer. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Rien du tout. Nous, on est très contents. J'ai une relation personnelle et je connais les collègues de Boucherer depuis plus de 20 ans. On est rentré avec Breitling il y a environ 18 mois. Ça se passe très bien. Je suis très content que Boucherer ait pu trouver cette solution avec Rolex, qui est quand même le citoyen, je dirais, exemplaire de l'industrie horlogère, qui est respectueux de notre métier, qui est respectueux de la concurrence, qui est respectueux de tout ce qui fait la beauté de notre industrie. Et je ne vois pas dans quelle mesure un autre schéma aurait pu être meilleur que celui-ci. Vous dites exemplaire, qui respecte la concurrence, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même soupçonner que toutes vos données commerciales seront consultées par Rolex et que ça pourrait vous désavantager? Non, parce que déjà, vous savez, quand vous êtes dans l'industrie, on connaît les chiffres de tout et chacun de toute façon. Et ça change pas le fait qu'on ait une vision, une stratégie, des produits. Tous les chiffres, sauf ceux du nombre de pièces que vous faites quand même chaque année. Non, mais si vous faites une bonne recherche, vous trouverez le nombre de pièces qu'on fait. Mais c'est bien supérieur aux 100 ou 150 000 que vous mentionniez. Non, ça nous fait pas du tout peur, du tout. D'accord. On se voit alors que ont lieu donc les Geneva Watch Days, comme on l'expliquait en introduction. Quel rôle joue cette rencontre à mi-année pour vous dans votre stratégie de vente? Vous savez, c'est né par le hasard ou par le Covid. C'est Jean-Christophe Bobin de Bulgarie qui un jour, en 2020, moi j'étais en train de faire du ski de fond, qui m'appelle et me dit: écoute, il faut qu'on fasse quelque chose en été pour relancer la machine. Parce que les salons avaient été annulés en début d'année. Les salons avaient été annulés, etc. Et j'ai dit très bien, on a appelé Patrick Pugnot là, de Gérard Perregaux et Ulysse Nardin. Et après, on a appelé nos collègues des autres marques et on a pu monter cette Geneva Watch Days en quelques semaines avec 8 ou 9 marques. Aujourd'hui, on a 50 marques qui sont présentes, on a 600 journalistes qui sont là, on a des milliers et des milliers de visiteurs.
on organise tout nous-mêmes, donc entre les marques, il n'y a aucun comité d'organisation. C'est très convivial, très informel, Mais ça très devient sympa. important pour vous cette année Oui, pour parce les que tout le monde distributions. lance des produits finalement maintenant. C'est une date fixe dans le calendrier et on lance, nous, demain, on a une grande conférence de presse, on va lancer un produit. Et ça fait, vous savez, vous avez des rythmes. Vous avez un lancement au printemps, vous avez un lancement en été et un peu plus tard dans l'année. Donc, ça fait partie du rythme horloger. Et nous, comme vous le savez, on est très ouvert, donc on accueille tout le monde. Et on est très réceptif aux demandes, notamment des plus petites marques qui n'ont pas, sinon, une plateforme pour s'exprimer. Vous êtes très ouvert, vous l'êtes aussi avec vos ambassadeurs. On évoquait tout à l'heure Brad Pitt, Charlize Theron. Il y a aussi des sportifs, comme le footballeur Erling Haaland, qui a déjà battu des records absolument incroyables en Ligue des Champions. Il joue actuellement pour Manchester City. On parle de lui, j'ai vu ça dans le Blick, comme l'un des nouveaux rois du football en Europe. Il a signé en début d'année l'un des plus gros contrats sponsoring de l'histoire du football avec Nike. On parle pour 10 ans de 227 millions. Breitling, Erling Haaland, on parle un contrat de plusieurs dizaines de millions, vous confirmez? Pas du tout. Donc, nous, on l'a abordé quand il était à Dortmund déjà. Donc, Il y a combien de temps à peu près? il y a 2 ou 3 ans. Et on a pris contact. C'était tout au début de sa carrière, mais on voyait que c'était un talent incroyable. Et on a parlé avec ses parents. Et après, Il aime les montres, hein, il aime l'horlogerie. il aime l'horlogerie. Après, c'était compliqué, justement, parce que quand il est parti de Dortmund à Manchester, etc., vous avez des contrats avec Nike, etc., et ils auraient pu empêcher qu'on devienne sponsor, ce qui n'a pas été le cas, heureusement. Et aujourd'hui, on a une super relation. Il est très content. On le met bien en scène. Il est dans un environnement de stars et de superstars, hein. Donc, il se sent à l'aise. Et puis, là, on va lancer aussi une montre Erling Haaland. Ce Pour lui, contrat, il va durer longtemps encore? j'espère qu'il va durer très très longtemps parce que je pense qu'il va être une superstar pendant au moins 10 ans s'il n'est pas blessé. Il y a toujours les aléas du sport, hein, mais j'espère qu'on va rester aussi longtemps que possible avec lui. J'avais prévu de vous demander comment mesure-t-on le retour sur investissement, mais Très difficile, c'est j'ai quasiment bien compris. impossible. Ouais. C'est quasiment impossible parce que c'est toujours un ensemble de mesures entre vos boutiques, les pubs, le digital, évidemment la qualité et la beauté des produits, hein, c'est l'élément numéro 1 du succès. Se passer d'ambassadeur, ce serait suicidaire pour une marque horlogère? Non, pas du tout. Vous avez des marques qui n'en utilisent absolument pas. Mais nous, ça représente un style de vie aussi. Vous savez, on n'est pas dans la Formule 1, on n'est pas dans le tennis, on n'est pas dans le golf, on est dans le triathlon, on est dans le rugby, on a des ambassadeurs comme Erling. Donc, on a une approche plus inclusive, plus approchable de la marque, ce qui fonctionne très, très bien pour Breitling. Hublot était presque les seuls dans le football jusqu'à présent. Oui, ils sont timekeepers des compétitions de football. On n'a pas du tout cet objectif-là. Nous, on regarde des individualités comme, par exemple, aux États-Unis, dans le basket, par exemple, avec Giannis Antetokounmpo et d'autres d'ailleurs. Et bon, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les personnalités. Dernière question dans cette partie entreprise. Il y a à peu près une année, BitPay, c'est un spécialiste des paiements en Bitcoin, annonçait que Breitling avait opté pour sa solution pour payer, acheter certaines montres en crypto-monnaie. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça fonctionne? Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, vous devez finalement faciliter les achats pour tous les consommateurs. C'est les mêmes questions qu'on pose sur, par exemple, le e-commerce, etc. Vous avez des choses qui sont importantes ou qui sont marginales. La cryptocurrency, c'est totalement marginal. Il y a eu quelques transactions? Oui, mais c'est totalement marginal. Mais il faut l'avoir dans le portefeuille ou dans l'offre, hein. Comme dans la distribution, vous êtes multi-channel, vous faites les boutiques, vous avez vos partenaires, vous avez les boutiques externes. Donc, il faut l'avoir dans l'offre, dans un monde moderne et pour une marque moderne. Pourtant, on entend beaucoup dire sur la toile, hein, ce sont des rumeurs, vous nous le direz peut-être, mais que les personnes qui ont fait de l'argent avec la crypto font maintenant monter les prix de certaines références horlogères. Vous confirmez ça ou il n'y a pas de corrélation? Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien.
Georges Kern, pour terminer, on parlait de votre montre idéale. Breitling fait beaucoup de chronographes, alors chronographe plutôt flyback ou à rattrapante? Belle montre. Moi, je suis un esthète. Mais flyback ou rattrapante à choisir, hein, si. Fla- C'est égal. Franchement, c'est égal. C'est une question de préférence. Quand vous prenez des complications, C'est celle que vous préférez des deux? nous, on a une rattrapante dans la première qui est très très belle, que je porte d'ailleurs aussi. Et ça me va très bien. Le bracelet, personnellement, vous le préférez cuir ou acier? J'ai les deux. J'ai les deux. J'ai le privilège d'avoir beaucoup de montres. Et j'ai les deux. Le meilleur feeling quand même, parce qu'on a toujours une petite préférence pour quelque chose ou une autre, c'est plutôt avec la montre mécanique ou l'automatique? Mais c'est la même chose. Mais, enfin, oui, donc un manuel, si vous voulez, un manuel ou une automatique. Là aussi, c'est une question de choix. Le manuel, c'est plus pour les collectionneurs. L'automatique, c'est pour le tous les jours, si vous voulez. Vous aimez ce feeling de remonter encore la montre avant son utilisation? Vous savez, moi, je suis un passionné de l'horlogerie, mais je ne suis pas un romantique de l'horlogerie. C'est très différent. Donc, premièrement, il faut qu'on ait une offre suffisamment large pour satisfaire les besoins de tout le monde. Et surtout, je suis un esthète. Je pense que les collections Breitling sont aujourd'hui non seulement qualitativement, mais esthétiquement les plus belles du marché. Et on a les meilleurs designers. Et c'est ça qui fait la force de la marque. L'or ou le titane? Les deux. Je suis désolé de vous décevoir, hein, mais on a les Il deux. faudra beaucoup de poignées. La Oui, fusion j'ai des beaucoup- deux, c'est quelque chose un jour qui est imaginable chez Breitling? Tout est possible. Là, on lance de la céramique. Tout est possible. Vous savez, La céramique bientôt? oui, vous pouvez pas construire une marque avec une checklist. C'est ce que font beaucoup de nos concurrents. Voilà, il faut une star de Hollywood, il faut de l'or, il faut de l'acier, il faut de ceci, de cela, il faut une rattrapante. Non, il faut que le plat soit bon et ait un bon goût. Et c'est pas rationnel. Beaucoup de vos choix dans l'horlogerie sont des choix intuitifs. Mm. Et il y a rien. Si c'était rationnel, toutes les marques horlogères auraient du succès, ce qui est incontestablement pas le cas. Alors parlons de rationalité justement. Vous possédez une Apple Watch? Non. Et ça m'intéresse pas. Merci beaucoup Georges Kern d'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci à vous. Merci à vous Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. Et rendez-vous bientôt pour de nouvelles rencontres. D'ici là, portez-vous bien. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.